Moi, je suis pas fait en fait pour être là, assis dans un podcast et raconter mes histoires immobilières et à boxer sur un ring. Puis c'est très technique. À l'usine Blues Bleu, boxeur professionnel, ton contexte est plus fort que ta génétique. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Kevin. Kevin qui va nous parler IMO et qui va nous raconter un petit peu son parcours. Salut Kevin, j'espère que tu vas bien. Tout l'honneur est pour moi, Christophe. Extrêmement plaisir de partager cette petite vidéo avec toi. Écoute, ravi. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont tes passions, ce que tu aimes faire après on verra qui tu es. Carrément. Bon, parcours assez classique. Moi, je m'appelais Kevin Mars, entrepreneur, investisseur. C'est les casquettes qui me définissent le plus. Boxeur professionnel aussi. Ça, c'est la deuxième partie de ma vie. Et voilà, 34 ans. Je suis originaire de Chartres. Je suis né à Chartres. Ensuite, j'ai migré vers la Franche-Comté dans un petit patelin de Morteau. On a toujours la référence avec la saucisse. Et depuis peu, expatrié à Dubaï. Et voilà, je suis investisseur à temps plein et entrepreneur. Ok, top. C'est quoi tes passions dans la vie, hormis l'entrepreneuriat et l'immobilier du coup? J'en ai 1000. Moi, je suis la personne qui a 1000 passions. Mais en gros, bon, l'entrepreneuriat et l'investissement, ça reste deux gros coups de cœur. La boxe aussi, ça a comblé, on va dire, de 20 ans à 30 ans, ça a comblé l'entièreté de ma vie. Et je me suis découvert de nouvelles passions, le golf notamment, tu vois. Ça, c'est c'est pas un truc moi qui me botte. C'est le fait de vivre à Dubaï. Je me suis révélé une passion pour le golf. Et c'est venu en plus, le golf, c'est venu parce que, tu sais, à Dubaï, il y a beaucoup d'entrepreneurs, donc tu passes ton temps à aller voir du monde. Et du coup, les gens, tu les vois au restaurant. Et le problème avec ça, c'est que tu prends vite du poids, tu vois, à manger tous les jours au restaurant. Et du coup, on s'est dit avec un pote, ce serait cool de faire la même chose, de pouvoir discuter avec les gens, les rencontrer, etc. Mais dans un cadre où tu vas pas bousiller ta santé. Du coup, on s'est dit, vas-y, viens, on se met au golf. On a appris une dizaine de leçons de golf. C'est bon, maintenant, on invite tout le monde à faire du golf et on passe nos après-midi comme ça. Tu crames des calories avec le golf? Ouais, franchement, c'est très technique. Tout doit être aligné. C'est un peu comme un investissement immobilier, tu sais. Tu as des cases, tout doit être aligné, sinon le coup, il part pas. Et c'est vraiment très technique et franchement, tu te passionnes vite. C'est un truc, tu deviens vite accro, quoi. Donc, golf, investissement, entrepreneuriat, aujourd'hui, c'est tes principales... Exact. Ok, top. Comment tu t'es lancé dans l'investissement immobilier? Avant, tu travaillais dans quoi? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu te lances dans l'immobilier? Moi, en fait, à la base, je suis la personne, tu sais, comme tu vois dans les films, à l'usine Blues Bleu. Moi, j'ai connu ça vraiment pendant 8 ans exactement. Et du coup, j'ai fait un cursus scolaire assez classique. Troisième, ensuite, je suis parti en BEP. Moi, je suis parti plus dans la filière technique parce qu'ils voulaient pas de moi tu sais, en seconde générale. En général, ils voulaient pas de moi. Donc, du coup, je suis parti, j'ai coché en troisième ce qu'avait fait mon frère, en fait, mon grand frère. Je sais pas quoi faire. Allez, je coche, et c'était BEP technicien usinage. Donc, j'ai fait 4 ans. À l'époque, c'était 2 ans BEP et 2 ans bac pro. Donc, j'ai obtenu mon bac pro technicien usinage. Et du coup, je me suis retrouvé à travailler en Suisse. D'accord. Parce que moi, j'habitais à la frontière suisse. Donc, en Suisse, il y a beaucoup d'entreprises et notamment l'horlogerie suisse. Donc, il y a beaucoup de postes à pourvoir. Tu gagnes assez bien ta vie. Les salaires sont assez confortables. Donc, du coup, je me suis lancé là-dedans. J'ai fait 4 ans chez un petit sous-traitant. Et après, j'ai fait 4 ans chez la société Breitling, les fameuses montres Breitling. Ouais. Si certains connaissent, c'est les concurrents de Rolex. Et du coup, j'ai fait 4 ans là-bas. Et après, en fait, moi, pendant ce temps-là, j'ai commencé à monter en boxe. Donc, j'ai commencé à boxer à l'âge de 20 ans, mes premiers combats. Donc, tu commences amateur, semi-pro. Et moi, je voulais devenir professionnel. Mais sauf que là, ça bloque parce que tu as ta passion et ton envie de devenir professionnel, boxeur professionnel. Et de l'autre côté, en fait, tu as ton boulot où tu te lèves à 6 heures du matin parce qu'il faut faire 45 minutes de voiture. Tu finis le soir à 19 heures. Et en fait, quand tu t'entraînes, à quel moment tu t'entraînes? Et le problème avec la boxe, c'est que tu peux pas faire ça comme un loisir. C'est soit tu te lèves le matin, tu vas courir et tu es performant sur le ring et tu t'entraînes 2 fois par jour. Soit en fait, ça sert à rien de vouloir devenir pro. C'est trop dangereux en fait. Les risques sont trop dangereux. Donc du coup, j'ai dû trouver un moyen de faire ça. Et je me suis dit, vas-y, il faut que je trouve un moyen en fait de gagner de l'argent, mais sans être à l'usine toute la journée. Ouais. Et du coup, j'ai tapé sur Internet comment tu gagnes de l'argent. Et j'ai vu 2-3 personnes parler d'investissement immobilier. Moi, je me suis dit, ça a l'air simple. Moi, tête brûlée, je me dis, vas-y, ça a l'air simple. Je fais. Tac, et je suis parti, la première opération, j'ai acheté un terrain. J'ai pas pris le plus simple, moi, au début. J'ai pris un terrain nu et j'ai construit ma maison.
Construire ma maison parce que je savais que j'allais la revendre. Et du coup, voilà, opération de résidence principale première. Et c'est ça qui m'a permis après de pouvoir quitter mon job, d'enchaîner les achats-reventes. Et puis après, voilà, en fait, la passion de l'immobilier, elle a pris le pas sur la boxe et ça a tout dépassé. Mais c'est intéressant, j'aimerais revenir sur ce que tu dis parce que notamment sur le fait de ne pas faire les choses à moitié. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu te lances dans quelque chose, que ça soit dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, dans le sport, bah, tu ne peux pas te permettre de faire les choses à moitié, sinon tu n'as pas de résultat. Donc tu l'as dit, dans le sport, bah, voilà, toi c'était la boxe, tu as dû te mettre à fond dedans pour avoir des résultats. Tu as fait pareil avec l'investissement IMO. On fait tous la même chose. Au début, on se lance. Et je pense que ce qui caractérise l'investisseur, l'entrepreneur et le sportif de haut niveau, c'est aussi savoir prendre des risques. Exactement. Au début, quand on commence, on va forcément prendre des risques parce que tu vas faire. Donc, tu peux faire des conneries. Je suppose que tu en as peut-être fait. Je ne sais pas, tu peux nous en parler. Tu peux nous citer la plus grosse connerie que tu as fait sur l'investissement IMO. La plus grosse bêtise. Alors, j'ai eu la chance d'être assez intelligent pour jamais perdre d'argent. Mais par contre, j'ai fait une grosse bêtise. Ça a été de vouloir être trop gourmand à tirer les devis artisans. Et un petit exemple, dans une période de ma carrière d'investisseur, j'avais 8 chantiers à faire. Et en fait, j'ai négocié avec un seul artisan qui avait tous les corps de métier disponibles dans sa structure, mais pour faire les 8 chantiers. Et perte de temps énorme. L'artisan, à la fin, je suis même pas sûr qu'il a gagné de l'argent avec les 8 chantiers parce qu'il a tiré les prix partout, etc. pour arriver à un devis correct, parce que je l'ai vraiment tiré. Et du coup, en fait, résultat, j'ai perdu énormément de temps parce qu'en fait, il y a qu'une seule personne qui opère sur 8 chantiers en même temps. Et c'est problématique parce que, je te donne un exemple, pour faire de la démolition, ils sont obligés d'utiliser des bennes pour pouvoir mettre tous les gravats, les choses comme ça. Mais la benne, quand elle est sur un chantier, elle n'est pas sur l'autre. Et donc, du coup, ils peuvent pas, en fait, faire tous les chantiers en même temps. Ils sont obligés d'en faire un, de le finir, ensuite commencer un autre, etc. Et ça prend énormément de temps. Et dans l'investissement immobilier, ça, c'est un truc que j'ai compris, c'est le temps, c'est aussi de l'argent. Parce que plus vite tu vas finir ton logement, plus vite tu peux le vendre, switcher sur une autre opération, ou plus vite tu peux encaisser les loyers. Et la grosse erreur que j'ai faite, c'est de mal gérer mes travaux et de perdre du temps en tirant trop les devis, en pensant que j'allais gagner de l'argent en tirant trop les devis, alors que non, c'est une bêtise. Donc maintenant, ma règle, c'est simple. 4 appartements, un seul constructeur. Dès que j'en ai un cinquième, obligatoirement 2 structures différentes. Ouais, c'est clair. On est beaucoup à faire cette erreur-là dans l'investissement. C'est on tire les prix au max au début sur les artisans. Le problème, c'est que tu en as souvent pour ton argent. Donc, en tirant les prix, soit la qualité est moins bonne, soit le gars ne gagne pas beaucoup d'argent. Donc, du coup, il ne va pas mettre la priorité sur ton chantier où ça va être un peu moins bien fait. Et du coup, c'est compliqué. Et en plus, comme tu l'as dit, tu perds du temps. Du coup, tu perds des loyers. Donc, au final, l'un dans l'autre, il aurait mieux valu lui donner plus et pouvoir profiter plus. Mais j'ai souvent tendance à dire que dans les travaux, tu en as pour ton argent. Donc, quand le devis est trop faible, souvent, c'est qu'il va y avoir des problèmes par la suite. Faire très attention. Ouais. Toi, c'est quoi la stratégie que tu as utilisée, la stratégie locative ou de marchand? C'était quoi ton objectif dans l'IMO? Quelle stratégie tu as utilisée? Moi, j'avais vraiment, tout de suite, en fait, dès que j'ai commencé, je savais que je voulais vite gagner de l'argent. Je suis quelqu'un qui est assez brut de décoffrage, j'aime bien foncer. Et c'est chacun sa personnalité, mais moi, c'est la mienne. J'aime bien foncer, j'aime bien avoir des revenus tout de suite. Donc, forcément, l'achat-revente, ça m'a tout de suite parlé. Je suis tout de suite senti à l'aise avec ça. Et c'est là notamment la première opération que j'ai faite. Revente d'une maison, résidence principale. Et à l'époque, j'ai gagné 86 000 euros. C'est fou comme on se rappelle des chiffres, mais c'est des petits chiffres qui marquent. Et du coup, en fait, tu enchaînes. En fait, c'est l'immobilier, quand tu as compris comment ça marche, tu as juste une envie, c'est de remettre une pièce dans la machine pour recommencer. Et donc, du coup, j'ai switché, en fait, la première opération à marché. Donc, j'ai dupliqué ce que j'ai fait en améliorant à chaque fois là où je m'étais trompé ou où j'ai perdu du temps. Et j'ai amélioré à chaque fois le process, quoi. Et du coup, j'ai continué, moi, à faire de l'achat-revente. Et même sur des logements qui... par exemple, je te donne un exemple, j'avais acheté un immeuble de rapport où il y avait 4 appartements dedans. Je les ai mis en location au tout début parce que j'avais un différé de remboursement dedans. Donc, ça me permettait d'encaisser les loyers pleins. Mais par contre, toujours, c'était sur une vision de revente à court terme. Donc, au bout de 2 ans, en fait, je commençais déjà à revendre mon patrimoine parce que moi, ce que j'aime, c'est vraiment faire être marchand, en fait. Acheter pour revendre, c'est vraiment ce qui me passionne. Parce que aussi, mes compétences, et ça, c'est important de savoir où sont tes compétences. Je suis très fort dans la négociation immobilière. J'adore faire ça. En fait, c'est pas que je suis fort, c'est que j'adore faire ça. Mais par contre, sur le suivi de chantier, ça, c'est pas une partie qui me passionne et je suis vraiment pas bon là-dedans. Donc, du coup, moi, ce que j'aime, c'est vraiment négocier, aller revendre derrière. Toute la partie entre,
gérer des locations, la stratégie, optimiser, essayer de chercher comment tu peux mieux faire ton patrimoine, chercher du locatif. Ça, c'est vraiment pas quelque chose qui me passionne. Et c'est pour ça peut-être que je suis pas vraiment le meilleur là-dedans. D'accord. Et du coup, toi, tu as fait très peu d'opérations de locatif. Tu fais plus du marchand de biens. Et tu n'as jamais pensé à t'associer ou justement pour faire la partie que tu aimes moins? 80% de mes opérations, c'est de l'achat-revente. Et il y avait 20% de locatif parce que je voulais tester le Airbnb. Parce que je suis quelqu'un de curieux et forcément, tu rencontres plein d'entrepreneurs et tu vois des gens, ils font de l'argent avec la location courte durée. Et tu te dis, mais si ça marche, pourquoi pas moi? Et je voulais juste tester. Donc, moi, dans mon petit village de Morteau, il y avait pas trop, à l'époque, c'était en 2015 que j'ai commencé, il n'y avait pas trop de personnes encore qui faisaient du Airbnb dans le but de faire vraiment du locatif. Ouais, Il y avait des personnes qui partaient en vacances et qui louaient leur logement, mais pas vraiment pour en faire une activité Airbnb, tu sais, de la mini-hôtellerie. Donc, j'étais un peu le premier à mettre ça sur le secteur de Morteau, faire de la mini-hôtellerie, vraiment avec un bon service. Et parce que j'étais curieux, je voulais juste savoir en fait si dans la ville de Morteau en fait tu pouvais faire venir du monde. Et effectivement, c'est là que tu te rends compte que c'est fou, qu'on a une mauvaise vision en fait de ce qui se passe et du mouvement sur la terre, parce que tu te rends compte qu'en fait il y a énormément de trafic tous les jours en fait, même dans un petit village, tu as des personnes qui viennent du monde entier qui traversent ces petits villages. Si on pouvait dézoomer sur la carte et voir, tu sais, le chemin que prennent les gens, ouais. Tu verrais plus rien parce qu'il y aurait tellement de trajet en fait ouais. que et c'est pour ça que la location courte durée, pour moi personnellement, j'ai cassé cette croyance limitante. Tu peux vraiment en faire partout en France, tu peux vraiment en faire partout. Et du coup, aujourd'hui, tu as conservé des biens dans ton patrimoine ou tu te concentres essentiellement sur l'achat-revente? Alors, il y a l'histoire de l'expatriation qui vient en jeu. Donc, tu es obligé aussi de faire avec ça. Donc, tu es obligé de faire avec ça. Il y a des choix de vie aussi. Moi, j'ai déménagé, donc je me suis expatrié. Donc, je suis plus dans une optique là d'optimisation de patrimoine. Il m'en reste un bien à l'heure actuelle, qui est en plus, c'est paradoxal, mais en location courte durée. Tu vois, okay. En fait, c'est un petit studio de 15 mètres carrés que j'ai vraiment mis en location courte durée et qui est pour du 15 mètres carrés, qui est tellement rentable sur la location courte durée que ça aurait été bête de le vendre. Donc voilà, mais je suis en train de l'optimiser et j'ai reçu une offre d'achat en plus le mois dernier et ça devrait se conclure très rapidement. Donc voilà, mais c'est plus parce que j'ai l'expatriation et que maintenant je suis résident fiscal à l'étranger que j'optimise mon patrimoine. Mais si j'étais à 100% en France, je me serais construit un patrimoine à la fois locatif, Airbnb, je pense quand même un petit peu, mais vraiment j'aurais été all-in dans l'achat-revente. Ouais. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des contraintes justement que tu peux avoir dans la location courte durée? Est-ce que tu penses que c'est vraiment un frein pour les investisseurs? En fait, la location courte durée, c'est le premier pas entrepreneurial de ta vie. Quand tu fais de l'investissement, tu vas faire, tout le monde achète, enfin pas tout le monde, mais la grande majorité des gens en France ont déjà acheté un bien peut-être pour le revendre, résidence principale. Je crois que la moyenne, le chiffre, c'est 5. C'est au cours d'une vie d'un Français lambda, il va déménager 5 fois. Ouais. Donc, voilà, beaucoup de Français ont déjà acheté puis revendu leur résidence principale ou alors ont déjà signé un contrat de bail pour louer quelque chose. Donc ça, c'est de l'investissement, mais un peu de monsieur et madame tout le monde, que tout le monde peut faire. Maman, par exemple, a déjà acheté et revendu son bien immobilier. Ouais, c'est pas une investisseuse. Tous les 7 ans à peu près, on dit que les Français déménagent en moyenne. Exactement. Par contre, là, la location courte durée, c'est le premier pas que tu vas faire dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a une partie entrepreneuriale dedans. Tu dois recruter une personne forcément, parce qu'il te faut une dame de ménage ou un homme de ménage aussi. Hein. Moi, j'ai déjà eu. Donc, en tout cas, tu dois avoir un prestataire pour optimiser ton bien immobilier. Tu dois aussi savoir être un bon marketeur, parce qu'il faut les vendre tes nuits sur Airbnb. Il faut te démarquer de la concurrence. Il faut savoir faire de belles photos, beaux textes. Il faut savoir créer une expérience aussi. Comment tu automatises tes messages, comment tu fais une expérience client réussie, c'est-à-dire dès qu'il franchit la porte de ton logement, comment tu l'accueilles. Donc ça c'est de l'entrepreneuriat. Donc c'est le premier pas et c'est pour ça que bien souvent ça fait peur aux gens, parce que dire ah ouais, là il faut que je recrute quelqu'un. Ah ouais, moi qui ai été salarié toute ma vie, il faut que je recrute quelqu'un, je ne connais pas comment on fait en fait. Comment je sais et où je les trouve ces personnes-là, elles sont où sur Terre. Et c'est là en fait qu'il faut avoir vraiment je pense que chaque humain n'est pas fait pour faire de l'entrepreneuriat, et il y a vraiment quelque chose que tu ressens au fond de toi et qui te dit ok, ça moi je suis capable de le faire et je peux me lancer. Mais si je connais des très bons investisseurs qui font que de l'achat-revente mais qui sont incapables de gérer une personne.
Ouais, c'est délicat. C'est pas le même métier. Oui, c'est pas le même métier, mais la gestion d'humains, ça peut être complexe. Exactement. Ouais. Exactement. Et moi, je voudrais revenir sur ton parcours de sportif de haut niveau. Qu'est-ce que ça t'a apporté le fait d'être boxeur dans ta vie d'investisseur et d'entrepreneur? En fait, si tu veux, la boxe, c'est vraiment un sport à part parce que, en fait, tu peux jouer au foot, tu peux jouer au tennis, tu peux jouer au golf, mais tu ne joues pas à la boxe. Donc, c'est un sport sans être un sport. Si tu veux, quand tu boxes, surtout à haut niveau, il faut bien être conscient en fait des risques. Il y a beaucoup de risques. Le fait est que tu ne peux pas être à 100%. En boxe, il faut être à 200%, parce qu'il y a déjà 100% qui part à cause de l'adrénaline et de la pression. Il y a le régime alimentaire qu'il faut faire. Il y a une balance qui t'attend. Elle ment pas, la balance. Si ton combat il est à 67, c'est 67 sur la balance. Tu peux pas te tricher. Donc ça, il y a tout l'alimentaire qui va. Il y a la pression mentale. Il faut te dire qu'il y a quelqu'un qui veut te mettre KO sur un ring de boxe très bientôt. La veille du combat, généralement, tu dors pas trop parce qu'il y a des risques. Tu vois, tu te dis, tu fais le combat dans ta tête. Il y a quand même un mec demain qui veut te voir à l'hôpital. Hein. C'est soit lui, soit toi. Quand tu rentres sur le ring, tu as préparé ton combat avec une équipe, mais tu es tout seul. C'est un travail d'équipe, mais tu es tout seul. Et si tu veux, j'ai rarement, dans ma vie, fait quelque chose d'aussi dur que de préparer un combat de boxe. Avec tout ce que ça engendre. La nourriture, l'aspect psychologique, l'aspect dur, parce que les coups, il faut les encaisser quand même. Puis il faut aller en mettre derrière, parce qu'il faut gagner ton combat. Parce que lui, ton adversaire, il n'est pas là pour rigoler. Tu vois. Et tout ça fait que quand tu gagnes ton combat, c'est pour ça qu'on a l'impression que les boxeurs, on a l'impression que quand tu gagnes, tu es l'homme le plus fort du monde. On te lève la main sur un ring. C'est une sensation que j'ai pas reconnue, en tout cas dans ma vie. Et en fait, quand tu fais ça et que tu sors du ring, tout est simple dans la vie. Tout est simple. C'est même rigolo. Ouais. Tu vois, tout est rigolo. Donc moi, en fait, tu veux, je boxais en Thaïlande. J'allais me confronter contre des mecs. En plus, moi, je suis quelqu'un de tête brûlée, donc j'allais toujours boxer. J'ai accepté des combats que j'aurais jamais dû faire contre des mecs qui avaient beaucoup plus d'années d'expérience que moi et de combat, parce que j'adore ça, me confronter aux meilleurs. Et si tu veux, quand je fais ça, une fois qu'après on va me dire à côté, ah bah Kevin, t'as aussi un crédit à aller chercher, t'as 500 000 € pour aller faire financer ton bien immobilier. Moi, ça me fait rire ça en fait, parce que ça c'est rigolo. Monter sur un ring puis aller boxer un mec, c'est pas rigolo. Aller chez le banquier puis jouer avec lui parce que c'est un jeu de négociation pour aller chercher 500 000 €, ça c'est rigolo, tu vois. Et en fait, la vie, elle est extrêmement simple quand tu fais quelque chose de très dur à côté. C'est de la détermination plus que ça t'a amené, ou alors c'est une facilité au niveau, tu te dis voilà, il n'y a rien qui est plus dur que la boxe, du coup, tout ce que je fais à côté, c'est facile. Alors, pour gagner, tu es obligé d'être déterminé. Donc, du coup, ça, la boxe t'apprend la détermination que tu vas retranscrire dans l'investissement immobilier parce que tu as 1000 opportunités d'abandonner dans un projet immobilier. Tu as 1000 opportunités. Hein. Ouais. L'acheteur, le notaire qui va pas, le banquier qui veut dire non, l'artisan qui fait pas bien son boulot, t'arrives pas avant. Tu as 1000 opportunités. Donc, la détermination de la boxe t'apprend, justement, cette école t'apprend à ne jamais lâcher. Ça va être dur, tu le sais. Donc tu y vas. Et le fait est aussi le contraste qu'apporte la boxe et la dureté de boxer sur un ring comparé à aller chercher un crédit immobilier où c'est de l'argent qui est même fictif parce que c'est un banquier qui va taper ça sur son ordinateur et va dire oui ou non. Donc, je préfère négocier avec un banquier plutôt que me confronter avec un vrai cogneur parce que, tu vois, les risques ne sont pas les mêmes en fait. Ok. On va parler expatriation. Je crois que tu as quitté la France. Yes. Est-ce que tu peux nous dire où tu es installé aujourd'hui? Pour quelles raisons tu as décidé de quitter la France? Alors moi, je suis expatrié à Dubaï, UAE, dans les Émirats Arabes Unis. Ouais. Ça fait 3 ans maintenant. Ouais, ça fait 3 ans. Et alors j'aime bien, j'ai un ami qui, à chaque fois qu'on lui pose la question, il tourne la tête froidement et dit expatriation fiscale. Et ça crée un froid, tu sais, ça crée un froid et tout. Mais non, bon, oui, il y a cette partie-là, mais non, moi j'aime bien dire, en fait, tu vas à Dubaï pour les impôts, mais tu y restes pour le réseau. On va pas se le cacher. Il y a une partie fiscalité qui est avantageuse, très avantageuse. C'est-à-dire que, bon, c'est plus le cas avant, on payait 0 € d'impôt. Maintenant, ça a un peu augmenté. D'accord, on est hors de 8% maintenant d'impôt. Mais en fait, ce qu'il te faut, c'est un contexte. Et c'est ça, je pense que où beaucoup de personnes sous-estiment Dubaï, c'est le contexte. D'accord. Si tu veux, dans la vie, ton contexte est plus fort que ta génétique. Le contexte est plus fort que la génétique. Tu as beau être né avec être handicapé,
avoir un problème de naissance, ton contexte est plus fort que ta génétique. Il surpassera toujours ta génétique. Moi, je suis pas fait en fait pour être là, assis dans un podcast et raconter mes histoires immobilières et à boxer sur un ring. Dans ma tête, les gens, je leur dis, je suis boxeur. T'es boxeur, toi? Mais t'es tout mignon. Ma grand-mère m'engueulait pour ça. Elle disait, mais comment quelqu'un d'aussi mignon peut aller sur un ring de boxe? Moi, je suis mignon. J'ai rien à faire sur un ring de boxe. J'étais à l'usine, les mains dans l'huile, j'ai rien à faire à Dubaï, machin, etc. Aujourd'hui, c'est moi qui achète les montres de luxe, c'est pas moi qui les fais. Donc, tu vois, je suis un produit par erreur, on va dire. Et pourquoi? Parce que j'ai su modifier mon contexte. Ma génétique et mon entourage, et pas mon entourage, mais ma génétique et mon conditionnement de vie au départ faisaient que j'avais une ligne de vie tracée, normale, routinier et standard. Mais en modifiant mon contexte et mon entourage, j'ai pu modifier en fait mon parcours de vie. Parce que c'est plus fort que la génétique. Donc, t'as beau être plus intelligent. Les gens plus intelligents, il y en a 1000. Hein. Là, aujourd'hui, on est à Paris, j'ai dû croiser 80% de gens qui sont plus intelligents que moi. Je n'ai pas le brevet des collèges. Par contre, j'ai un entourage qui est beaucoup plus fort qu'eux. Pourquoi? Parce que si on y réfléchit 5 minutes, le mec, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai croisé un gars qui a fait beaucoup d'études. C'est-à-dire, il a été à HEC, une des plus grosses écoles de commerce. Ben moi, en fait, dans mon téléphone, j'ai les plus grands entrepreneurs qu'on peut regarder sur Internet. Ils sont dans mon téléphone. Tous. Parce qu'à Dubaï, on se connaît tous. On va tous bruncher le dimanche. On se connaît tous à Dubaï. C'est petit. On se connaît tous. On a déjà tous parlé. On a déjà tous allé aux anniversaires des uns des autres. D'ailleurs, on fait que ça. Anniversaire yacht, c'est bon, j'en peux plus. Mais tous. Donc moi, avec mon téléphone, j'ai juste à cliquer sur WhatsApp, envoyer une question à n'importe quel entrepreneur et il va me savoir me répondre. Tu vois? Et en fait, j'ai du jus de cerveau à disposition, moi, parce que j'ai un contexte et un entourage, en fait, avec énormément d'entrepreneurs et d'investisseurs aussi qui ont réponse à tout. Ils ont déjà fait beaucoup d'argent, ils savent faire de l'investissement. Il y a quelques jours, je parlais avec quelqu'un qui a un fonds d'investissement à hauteur de 3 milliards. On parle de milliards d'euros, d'accord? Il m'expliquait un peu comment il arrive à trouver et à déceler, prévoir une crise. Voilà. Et ça, c'est des gens de mon entourage. D'accord? Et ça, c'est beaucoup plus fort que de faire des études à HEC. Parce que les études à HEC, elles vont entrer dans le cerveau que d'une seule personne. Moi, des cerveaux, j'en ai 1000 à disposition dans mon téléphone. Ouais, donc, je te rejoins là-dessus. En fait, moi, je partage cet avis-là sur l'école. Enfin, tu vois, aujourd'hui, j'ai 3 enfants. Et ça peut être bizarre pour des parents de dire ça. Mais moi, je leur dis que l'école, c'est pas important. Pourquoi? Parce que pour moi, quand tu vas, par exemple, tu fais des longues études, comme tu as dit, le truc, c'est qu'on t'apprend des choses qui ne te serviront pas spécialement dans la vie. Par contre, ce qui est bien quand tu fais des longues études, je trouve, c'est le réseau. Et là, tu viens de le dire, en étant à Dubaï, toi, tu as accès à ce réseau-là. Donc, tu n'es pas forcé aujourd'hui de faire des études. Ce qu'il faut, c'est pouvoir avoir des gens avec qui te connecter, des gens qui sont intelligents. Exactement. Et qui vont vite. Exactement. Mais par contre, il faut avoir de la valeur à leur apporter. Parce que forcément, les gens ne vont pas tout te donner comme ça pour tes beaux yeux. Il faut aussi apporter quelque chose. Mais pas forcément être intelligent ou avoir fait des millions pour parler à des millionnaires. Tu peux tout à fait, en fait, apporter de la valeur à quelqu'un autrement. Ouais, c'est clair. Tu peux apporter de la valeur autrement. Et donc, voilà, c'est pour cette raison, en tout cas, que je suis parti à Dubaï, parce que ça me permet de modifier mon contexte. Et donc, j'ai modifié ma vie parce que j'ai modifié mon contexte. Donc, les raisons de l'expatriation ou de l'immigration, je ne sais pas comment on peut appeler ça, peu importe le nom, mais en tout cas, tu es parti de France pour le réseau. Exactement. OK. Exactement. C'est un levier, en fait, si tu veux. Dans la vie, tu as beaucoup de leviers. Donc, ta capacité à savoir générer de l'argent, c'est un levier. Ton mindset, c'est le premier levier. On va dire qu'il y a plusieurs leviers. Dans la vie, tu as le mindset, c'est le premier. C'est-à-dire, passer de 0 à 100 000 euros, même en investissement immobilier, c'est très facile. C'est le mindset. Penser que tu es capable de le faire. C'est très simple. Ça, c'est le premier levier. Ensuite, le deuxième levier, il va être un peu plus important, c'est ta capacité à générer de la vente ou des prospects ou des clients. C'est ça, générer du trafic. Amazon sont très riches parce qu'Amazon, il y a tout le monde sur leur site internet. Les fonds d'investissement en France qui font le plus d'argent en immobilier, c'est les plus riches parce qu'ils savent vendre à plus de personnes que nous, en fait. Donc, c'est une question de générer du trafic. Le troisième levier va être les personnes, donc le réseau. Parce que ça, c'est un levier énorme, en fait. T'as pas besoin de tout savoir, tout comprendre, tout connaître. Il y a quelqu'un qui le sait à ta place. Donc, savoir utiliser le réseau. Et alors, c'est là où je suis d'accord avec toi sur les études et à la fois pas d'accord. Pourquoi c'est bien de faire des études?
pas pour l'apprentissage, mais par contre pour les gens qui sont dans ta classe. Parce que je le remarque en fait, notamment en fait, j'en rigole avec quelqu'un que je connais bien, parce que justement je reviens à cette personne là qui détient un fonds à plusieurs milliards. Cette personne en fait est sortie de grandes écoles en Suisse et c'est Saint-Gall, la grande école en Suisse. Et si tu veux, tout son entourage aujourd'hui à cette personne-là, ils viennent de Saint-Gall, ses amis viennent de Saint-Gall, de la même école. C'est le réseau. Et voilà. Et moi, j'aime bien, je rigole parce que je dis toujours, il me faut en fait, dans mon équipe, il me faut des petits Saint-Gallois, tu vois, des gens qui ont fait des hautes études, etc. Sauf que moi, en BEP, en fait, qui c'est que je vais appeler pour se dire, ouais, tu veux venir dans mon écosystème pour m'aider à faire grossir la boîte, tu vois, c'est compliqué. Donc, l'école, elle est bien pour ça. C'est que dans la classe où tu es, quand tu fais les hautes études, eh ben, les gens qui sont assis à côté de toi, ça peut peut-être devenir tes collaborateurs de demain. Alors que moi, en BEP technicien usinage, j'ai un très grand respect parce que je l'ai fait, mais aujourd'hui, ils vont pas pouvoir m'apporter une solution en fait pour faire grossir en tout cas mes objectifs de vie. Tu vois. Donc c'est la seule chose qui est bien pour faire des études et des hautes études, c'est tes camarades de classe que tu vas pouvoir peut-être. Je te prends un exemple, hein, mais Bernard Arnault, toutes les grandes fortunes françaises, tous les collaborateurs qu'ils ont aujourd'hui, tous ceux qui gèrent, c'est les boîtes comme Sephora, Carrefour, tout ça, c'est tous des gens qui étaient à Polytechnique avec eux. Ouais, c'est clair. En fait, ça rejoint ce que je te disais. C'est le réseau qui est intéressant quand tu fais des grandes études. En tout cas, c'est mon point de vue. Et après, tout à l'heure, on parlait aussi de... Moi, j'adore les voyages. Tu m'as parlé de Bali. Yes. Tu m'as dit que si c'était à refaire, tu aurais hésité entre Bali et Dubaï. Carrément. C'est quoi les raisons qui te font hésiter? Est-ce qu'il y a des plus beaux paysages? Est-ce que ça doit être plus tourné vers la nature? Est-ce que les gens sont plus sympas? Est-ce que, d'un point de vue entrepreneurial, tu as plus de temps? Enfin, c'est quoi le... Déjà, gros coup de cœur. Déjà, personnel. Gros coup de cœur personnel. Après, ce qui est bien aussi, c'est que tu as tout Dubaï, les habitants de Dubaï l'été viennent à Bali parce qu'il fait trop chaud. À Dubaï, on dit qu'il y a deux périodes. Il y a l'été, c'est toute l'année, tu as l'enfer, juillet, août. Pendant la période de l'enfer à Dubaï, tout le monde vient à Bali. Donc, tu retrouves un petit peu cet écosystème de personnes inspirantes, etc., avec qui tu vas pouvoir échanger. Donc, ça, c'est une des raisons. La deuxième, c'est le climat qui est quand même un peu plus cool qu'à Dubaï, si je prends une année complète, hein, parce que sinon, tout le reste de l'année, franchement, Dubaï, c'est vraiment top. T'as le paysage aussi, vraiment. T'as le paysage, c'est tout l'inverse. Dubaï, ça va être le sable, les buildings, toute la grandeur, des lumières de partout. Bali, t'es beaucoup plus dans la nature, t'es beaucoup plus connecté en fait. T'as une partie, c'est pour ça que moi je suis allé du côté de Ubud aussi, une partie beaucoup plus spirituelle où tu vas pouvoir, t'as beaucoup de temples, etc. Tu sens cette culture en fait de la spiritualité que les Baliniens ont inculqué en tout cas dans leur pays. Et puis, tu as la possibilité aussi de pouvoir changer d'environnement très, très facilement. Moi, je suis parti juste à côté. Il y a 3 petites îles à côté de l'île de Lombok, la grande. Parce que l'Indonésie, hein, je ne sais plus, c'est plusieurs milliers d'îles. Hein, je crois que c'est la plus grande archipel au monde. Il y a je ne sais plus combien de milliers d'îles. Et tu as 3 petites îles à côté. Tu as Gili Trawangan, Gili Menos et Gili Air. Moi, je suis allé à la première. Et tu arrives là-bas. Et j'ai adoré parce que tu poses tes valises, même pour rejoindre ta chambre, enfin ton hôtel. Tu n'as pas de moyen mécanique de te déplacer. Donc, c'est des calèches, des chevaux, et tu y vas. Et tu as un vélo après pour pouvoir te déplacer. Tu n'as aucun scooter, aucune voiture, rien du tout. Tu es vraiment sur une île où tu revis un petit peu simplement. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Après, peut-être que sur une période de 1 an, 2 ans, peut-être que ça me lasserait vite, je sais pas. Mais en tout cas, je suis resté à peu près 2-3 semaines. J'ai vraiment, vraiment apprécié et je me suis dit, si j'avais un choix à faire entre Bali et Dubaï, si Dubaï, par exemple, on pouvait plus y aller, je pense que Bali, ce serait un choix, en tout cas dans le top 3 des pays où j'irais. Ok. Du coup, le prochain Mastermind week-end de 5 jours, on le fait là-bas? On peut. franchement, alors là, on peut, voilà. Il y a juste le temps de trajet qu'il faudra qu'on négocie. Ça va être compliqué. C'est long. Du coup, pour la petite histoire, on a organisé cette année donc un mastermind sur 5 jours pour tous ceux qui s'intéressent à l'investissement immobilier, à l'entrepreneuriat. Donc, on a fait 5 jours en immersion. On avait réservé une grande villa à Dubaï, un penthouse même. Et du coup, sur 5 jours, il y a des participants qui nous ont rejoints et on a dispensé tout ce qu'on sait sur l'investissement immobilier. On a pu échanger pendant 5 jours avec eux. C'était une expérience pour nous, c'était une expérience pour eux et les gens ont kiffé. Donc la prochaine, on verra, prochaine édition peut-être à Bali. Carrément, ça fera très plaisir en tout cas. Ok, top.
Aujourd'hui, donc tu es investisseur et entrepreneur, tu fais toujours un petit peu de sport. C'est quoi le temps que tu consacres à l'investissement? C'est quoi le temps que tu consacres à l'entrepreneuriat et le temps que tu consacres au sport? Alors, j'ai de la chance d'avoir une très bonne équipe autour de moi. Donc, je vais mettre du temps, mais il va être bien réparti. Donc, la première des choses que je fais le matin, c'est le sport. Ça doit être obligatoire, je pense. C'est bien pour se réveiller. Moi, je le place le matin parce que c'est facile, en fait. Tu te lèves le matin. Moi, je déjeune un petit peu. Tout de suite, je vais au sport. Comme ça, c'est fait d'une part. C'est quelque chose de facile à réaliser. Et je me sens bien aussi. Après, tout mon système, il est en place. Donc, je peux mieux réfléchir et je suis plus productif pour le reste de la journée. Ensuite, aujourd'hui, sur mes investissements, j'ai de la chance d'avoir un bon réseau. Donc, tout ce qui va être recherche, on m'apporte les opportunités. À Dubaï, ça marche comme ça. À Dubaï, il y a moins de temps de recherche à passer dedans. C'est différent. On n'investit pas pareil qu'en France, où on va aller scruter le bon coin, etc. Dubaï, il y a des agents immobiliers qu'on ne paye pas, qui vont travailler pour nous. C'est un système complètement différent. C'est une manière autre de travailler sur l'investissement immobilier. Donc aujourd'hui, aussi parce que j'ai pris un chemin qui est autre, je suis plus investisseur, je suis plus dans mes investissements. J'ai créé un fonds d'investissement. Donc c'est l'argent maintenant que je fais travailler et non pas mon temps à rechercher des biens immobiliers. C'est notre manière de gérer ces investissements immobiliers. Et ensuite, l'entrepreneuriat, c'est ce qui va me prendre le plus de temps parce que il y a les tâches à distribuer, ça prend énormément de temps. Tu as aussi toute la partie gestion de tes collaborateurs dedans, et puis toute la partie marketing, parce que moi, mon côté entrepreneuriat, c'est du personal branding, donc c'est-à-dire c'est mon image de marque qui est mise en avant, donc je dois faire très attention à travailler dessus. Le marketing, forcément, c'est moi qui vais le créer, je peux pas déléguer ça à une société parce que tu es ton propre marketing dans mon type d'entrepreneuriat. Donc, c'est ce qui va me prendre aujourd'hui le plus de temps, ça va être l'entrepreneuriat. Et comment tu gères la partie gestion d'humain? Justement, on a dit tout à l'heure que c'était une partie qui pouvait être difficile pour certains entrepreneurs. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de facile? C'est quelque chose que tu aimes? Comment tu fais? Moi, j'ai l'habitude de dire, tu dois être un expert en être humain et pas un expert en argent ni en investissement immobilier. Tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Pourquoi? Parce que tout est régi par les êtres humains. Et comme tu en croises tous les jours, c'est peut-être intéressant de savoir comment ils marchent. Et ça, c'est très complexe. Depuis tout petit, je m'intéresse aux êtres humains. J'adore regarder les gens. Je suis peut-être des fois un peu bizarre, mais j'adore observer ce que font les gens. Moi, tu me mets dans une file d'attente, un supermarché, je regarde tout ce que font les gens. Pourquoi il a acheté le chewing-gum? Je me pose 1000 questions, j'adore. J'essaie de comprendre comment marche un cerveau humain, pourquoi il a pris cette décision à ce moment-là, pourquoi il a commandé ce café, pourquoi il a pris ce tiramisu. J'adore. C'est vraiment une passion de comprendre comment marche un cerveau humain. Et partant de ça, après, tu dois justement, quand tu veux avoir des collaborateurs, savoir comment marchent les êtres humains. Parce que tu vas devoir les emmener avec toi. Tu as une partie de responsabilité et tu dois faire en sorte que les gens te suivent. Donc, tu dois comprendre comment motiver des gens, comment les mettre dans un projet. Par exemple, un truc tout bête, mais moi, j'ai une prestataire de ménage, interdiction d'utiliser le mot dame de ménage. Interdiction. Ouais. C'est une prestataire de service. Et c'est quoi ton rôle? Son rôle, c'est de fournir les plus beaux appartements dans la ville de Morteau, de fournir le meilleur service. À un moment donné, on était ceux qui généraient le plus de trafic, en tout cas le plus de tourisme dans la ville de Morteau, parce qu'on avait 4 Airbnb qui tournaient en même temps, donc forcément tu génères beaucoup de trafic, donc il y a plus de touristes qui viennent chez toi. Donc voilà, parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que pour gérer un être humain, il y a le côté statut social. Si tu veux l'emmener dans ton projet, par exemple tu veux une prestataire de ménage qui te suive jusqu'au bout, tu peux pas lui dire ton job c'est dame de ménage, tu peux pas lui dire ça. C'est compliqué. Donc c'est compliqué à valoriser en fait le travail qu'il a fait si tu... En fait, il faut toujours se mettre en condition et les collaborateurs, en fait, il faut toujours... Moi, j'essaie de me mettre une vision. Je me dis, OK, j'ai mon collaborateur là, donc j'ai ma secrétaire ici, j'ai ma prestataire de ménage Airbnb, j'ai mon équipe de vente ici, etc. Ils sont en repas le dimanche dans leur propre famille. OK, il y a Tata Jacqueline qui vient au repas du dimanche. Ça fait 6 mois qu'ils les ont pas vus. Tata Jacqueline pose la fameuse question. Alors, Amélie, qu'est-ce que tu deviens dans la vie? Qu'est-ce qu'elle répond, Amélie? Si elle répond dame de ménage, ça craint. Personne va l'écouter au repas de famille, tu vois. C'est dévalorisant pour la personne. Et forcément, ça va pas tenir sur du long terme. Parce qu'une personne a besoin d'avoir un statut social élevé. N'importe quoi. Même si c'est pour écurer des chiottes. Besoin d'avoir un statut social élevé. Donc, toi, ton job, c'est de répondre à cette question, de l'aider à répondre à cette question. OK.
tu veux, comment dire, tu n'es pas secrétaire. Moi, par exemple, on a un tableau de tâches, c'est team champion, tu vois. Mais c'est pas tableau des tâches, c'est team champion, tu vois. C'est outils, je sais plus comment j'ai marqué ça, mais j'ai dû mettre outils à réaliser. Par exemple, sur les vidéos YouTube, mon monteur de vidéos YouTube, il n'y a pas marqué dans son tableau de tâches, il n'y a pas marqué monteur vidéo YouTube. Il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué monteur à 1 million de vues, tu vois. Tu donnes toujours parce que c'est stylé, c'est cool. C'est un statut, en fait. Tu es la personne qui va avoir un projet d'emmener les vidéos à 1 million de vues, en fait, tu vois. Et tu dois toujours emmener les gens avec toi. Donc, par exemple, pour ma prestataire de service, c'est pas dame de ménage, c'est une prestataire de service. Et Amélie, aujourd'hui, tu as une prestation à faire. Tu n'as pas un ménage à faire, une prestation à faire. Pas pareil, tu vois. Faire très attention à ça et tu emmènes les gens avec toi dans un projet commun. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est définir les règles au début. Parce qu'en fait, ce qui ne marche pas dans une collaboration, parce que c'est des collaborateurs après, c'est les incompréhensions, le discours, le dialogue, ce que tu vas avoir avec eux. Et tu dois tout de suite mettre les règles du jeu tout au départ. Sinon, c'est mort. Tu ne peux pas imposer une règle comme ça. C'est comme un enfant à l'école. Tu ne peux pas lui dire au milieu de l'année, « Hey, écoute, Vincent, si tu veux parler, en fait, tu es obligé de lever la main. » Ouais, mais depuis le début de l'année scolaire, en fait, on ne fait pas. C'est compliqué à expliquer à un enfant, à un moment donné, qu'il faut changer les règles. Donc, tout au début de l'année, Vincent, les règles du tableau, c'est quand on veut parler en classe, on lève la main. OK, avec ça, tu viens signer en bas de la feuille. OK. Vincent, tu n'as pas levé la main pour parler. Qu'est-ce qu'on avait dit au début de l'année? Ah oui, excusez-moi, maîtresse. Tu vois, c'est simple. La vie est simple quand tu fais ça. Et tes collaborateurs, c'est pareil. Il faut que tout de suite au début, ils aient en tout cas une règle. Tu vois. Je te donne un exemple tout bête sur ma prestataire Airbnb. J'ai fait un oubli, c'est-à-dire que j'ai oublié au départ de dire que potentiellement, je voudrais qu'elle sorte les poubelles. Tu vois, j'ai oublié ça. Truc tout bête, mais va imposer à quelqu'un qui fait ses prestations en 30 minutes pour faire son logement, de reprendre encore 5 minutes pour aller sortir. C'est plus la même chose. Hein. Ouais, c'est la renégocier. Tu dois renégocier en fait le truc. Mais du coup, tu lui donnes une tâche supplémentaire. Est-ce que tu es censé lui donner un plus aussi en pourboire, tu vois? Ouais, ou même dans le prix de la prestation. Elle peut te le réclamer. Ouais, bien sûr. Elle peut te le réclamer, tu vois. Et ça peut être sujet, justement, parce que toi, tu estimes que les poubelles, ça fait partie du truc, mais tu ne l'as pas dit avant. Tu as rajouté une tâche. Donc, tu as rajouté une tâche, rajoute aussi de l'argent. Ouais, mais du coup, les poubelles, normalement, c'est censé faire partie. Ouais, mais tu n'as pas dit au début, tu vois. Ouais, c'est pour ça qu'il faut... En fait, toi, ce que tu fais, c'est que tu impliques et tu engages les gens avec toi dans le chemin, dans l'objectif que tu as. Et ouais, je trouve que c'est pas mal. C'est comme des artisans. Aujourd'hui, si tu définis une prestation avec un artisan et que tu lui demandes des suppléments, c'est normal qu'il te fasse payer en plus. Ah oui. Il y a des gens qui se disent c'est pas normal, ça devrait être compris dans le prix. Oui, mais si tu as signé un devis que c'est pas indiqué, forcément que tu vas avoir un supplément. Après, bien entendu, si c'est une rénovation totale, que le gars t'a mis qui te mettait du placo, une isolation, et qu'à la fin, quand il te met de la laine de verre ou de la laine de roche, il te facture en plus, ouais, ça le fait pas. Mais par contre, si toi, tu as oublié de demander des choses et que tu rajoutes des prestations, tu payes. Exactement. Donc, OK. Tu gères beaucoup de monde aujourd'hui? On est à peu près entre 10 et 15 personnes. OK. Moi, ça commence à faire. Ça commence à faire. Ça commence à faire. Aujourd'hui, sur du coup, les différentes activités que tu as, qu'est-ce qui te prend le plus de temps et surtout, qu'est-ce qui te plaît le plus? Tu nous as dit que là, c'était l'entrepreneuriat qui te prenait le plus de temps. Je me doute que ça doit être l'entrepreneuriat, mais là où tu as le plus de plaisir, c'est quoi? Alors, j'ai du plaisir dans les deux. Je trouve du plaisir vraiment dans les deux. Mais maintenant, mon cœur balance vraiment sur le fonds d'investissement que j'ai créé. Ça, c'est vraiment mon kiff. Parce que c'est une vision de vie en fait que j'ai et c'est un projet de vie. C'est le seul moment dans ma vie, à part avec la boxe, où je voulais gagner des titres, chose que j'ai fait, où là, j'ai vraiment un projet de vie sur du long terme. Tu vois, j'ai un truc, je sais dans 10 ans où je dois être, je sais à quoi ça doit ressembler, je sais quelle valeur je peux apporter au monde avec ça. Je vois tout ça en fait. Et c'est vraiment un projet où tu éteins la caméra, on recommence la vidéo, je t'en parle pendant 3 heures d'affilée, tu vois. Et c'est un challenge, une expérience et une aventure vraiment qui est kiffante pour moi. Donc, mon fonds d'investissement aujourd'hui, que je fais à Dubaï, c'est vraiment ce que je préfère. Et c'est là aujourd'hui où je veux mettre tout mon temps. Pour l'instant, je suis en train de transférer tout mon temps. Où là, aujourd'hui, c'est OK, dans 10 ans, j'ai un projet, j'ai un objectif.
Et en fait, la réflexion que je me suis faite il n'y a pas très longtemps, c'est que, OK, Kevin, tu veux faire un fonds d'investissement, c'est cool. Je veux être en fait le fonds d'investissement le plus gros pour les francophones à Dubaï. Ça, c'est mon objectif de vie. Mais tu vois, en fait, j'étais en train de déjeuner un matin et je me dis, ouais, mais Kevin, OK, ça, c'est ta parole. Elle est belle, ta parole. Mais en fait, t'es pas en train de te mentir là. Parce qu'en fait, tout à l'heure, tu vas encore passer des calls, tu vas être encore avec tes équipes de vente pour ton entreprise. T'es pas en train de te mentir, Kevin. Ça sert même si c'est cool, hein. OK, ce que mon entreprise génère, ça représente peut-être en un mois, je représentais peut-être toute une vie de salarié, tu vois. C'est énorme et j'en suis conscient. Mais t'es pas en train de te mentir, Kevin. Tu parles d'un fonds d'investissement, être le plus gros fonds francophone, t'es pas en train de te mentir en fait là. Et je me suis fait la réflexion. Et en fait, je pense qu'on est tous en train de se mentir aujourd'hui. Et quand on commence l'investissement immobilier, on a des grands rêves. On se dit, ouais, moi, j'aimerais bien remplacer mon salaire, avoir 10 biens immobiliers dans mon patrimoine, avoir 1 million, le fameux chiffre. J'aimerais bien avoir 1 million de patrimoine à moi. C'est cool. T'es pas en train de te mentir, en fait. Qu'est-ce que tu fais ce matin? T'as fait quoi ce matin? Cet après-midi, t'as fait quoi? En rentrant à 17h30 du travail, t'as fait quoi? T'es pas en train de te mentir. Et c'est pour ça, en fait, que moi, ça me tient vraiment à cœur, ce fonds d'investissement, parce que j'ai fait une auto-analyse de moi-même. Et je me suis dit, non, en fait, t'as un rêve avec ça. C'est une aventure que tu veux aller. Arrête de te mentir et vas-y, fais-le à fond. Et c'est quand tu arrives à avoir cette démarche d'analyse-là, là, tu sais en fait que c'est ton projet de vie. Ça, tu sais que c'est ton projet de vie. Quand tu oses te dire à toi-même, non, tu es en train de te mentir, c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Là, vraiment, ça vibre et tu te dis, OK, putain, c'est ça que je veux faire en fait. Tu vois. Et moi, j'en suis arrivé à ce point-là. Et franchement, je le souhaite à tout le monde de se dire, oh, putain, ah ouais, vas-y, on y va et on fait, je veux ça et j'aurai ça et c'est ça que je veux faire, tu vois. Et moi, aujourd'hui, tu vois, c'est pas vivoter. Je sais que, en fait, j'ai un projet et ouais, en fait, c'est ça, exactement ça que je veux faire. Et ça, vraiment, je le souhaite à tout le monde. Je pense que c'est important de rêver grand pour avoir de grandes réussites. Si tu te mets des barrières déjà dans tes rêves, dans tes ambitions, dans tes objectifs, c'est difficile après d'avoir du résultat. Donc, c'est important d'avoir des gros objectifs, d'avoir de grands rêves pour avoir de grandes réussites. Il ne faut pas se mettre de barrières. Si tu te mets des barrières, c'est comme en immobilier. Il y a des gens qui se disent « Ouais, c'est trop compliqué, je ne vais pas le faire. » Ou « Je vais en acheter qu'un et après, on verra. » Non, si tu ne penses pas grand tout de suite, tu n'auras pas de résultat. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Tu vois, moi là, il reste 4 mois jusqu'à la fin de l'année. Je me suis fixé des objectifs en termes de chiffre d'affaires qui sont plus importants, 2 fois plus importants que ce que j'ai fait sur les 8 premiers mois. Et je me dis, voilà, moi, je définis ces objectifs. Je me fais une feuille de route pour arriver à ces objectifs. Et après, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. On est comme tout le monde. On a 2 bras, on a 2 jambes. Exactement. On a une tête. Voilà, elle est faite pour penser. Et après, c'est la détermination et le temps que tu es prêt à consacrer à tes objectifs aussi. Parce qu'il y a des gens qui veulent devenir riches du jour au lendemain ou qui se disent, voilà, je veux 1 million de patrimoine, comme tu as dit. Mais au bout d'un mois, ils se disent, oh, non, c'est trop compliqué au final. Non, il faut comprendre que c'est sur la durée que tu auras des résultats. Exactement. Tu ne peux pas avoir des gros résultats en 1 mois, en 1 semaine. Donc, il faut prendre le temps de bâtir les choses et de bien les bâtir pour avoir du résultat après. J'imagine que sur ton fonds, tu as commencé à mettre des choses en place. Tu es sur une première opération, il me semble. Comment ça se déroule? Est-ce que tu peux nous expliquer, nous en parler un petit peu plus? En fait, la proposition de valeur de notre fonds immobilier, c'est tout simplement mettez votre argent là où je mets le mien. C'est ça la base, en fait. C'est ni plus ni moins que ça. On pourrait résumer à ça. Pourquoi? Parce que je me suis rendu à l'évidence, et ça, j'ai eu beaucoup de temps à l'admettre, parce que j'ai ma partie formation sur Internet. J'apprends aux gens à investir dans l'immobilier, notamment à faire des opérations d'achat-revente. Et pendant des années, en fait, pour moi, tout le monde pouvait le faire. Tout le monde pouvait le faire, etc. Et j'ai vraiment fait une auto-analyse et je me suis dit, j'en suis venu à la conclusion que, effectivement, Kevin, je pense que tout le monde ne peut pas y arriver, à faire ce que tu as fait, à suivre le même chemin, à avoir les mêmes résultats. Je pense que tout le monde ne peut pas. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Et ce fonds, en fait, il part de cette analyse de, OK, il y a des gens qui ne peuvent pas le faire, mais par contre, toi, tu peux le faire à leur place. Et en fait, si tu veux, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde de l'argent est régi par des règles. Il faut connaître ces règles-là si tu veux gagner de l'argent. L'investissement immobilier est un moyen de gagner de l'argent, mais la finalité, ça reste, il y a un aspect monétaire à la fin. Moi, je suis un gagnant. Quand je fais quelque chose, je veux gagner. Je veux être numéro 1. Donc, quand je fais de l'investissement immobilier, je joue au jeu de l'argent, quoi qu'on en dise. Donc, moi, je veux gagner à ça.
Par contre, pour gagner, en fait, tu sais, il y a plusieurs terrains. C'est un petit peu, moi, je vais jouer, tu sais, le dimanche avec les copains au paddle. On fait toujours le premier terrain, tu sais, c'est les meilleurs. Deuxième, puis après, si tu perds, tu vas sur le terrain d'en face. Si tu gagnes, tu montes, etc. L'investissement immobilier, c'est pareil. Tu as des terrains, en fait. Et aujourd'hui, tu es sur un terrain. Tu es placé sur un terrain. Donc, tu joues avec le niveau, en fait, les gars que tu vas rencontrer qui sont du même niveau que toi. Mais moi, je veux aller sur le terrain numéro 1, en fait, avec les meilleurs, tu vois. Pour aller jouer sur ce terrain-là, en fait, il faut aller jouer avec d'autres montants. C'est très bien de gagner 100 000 euros, de faire des opérations à 500 000. Moi, quand j'ai fait mon premier crédit à 500 000 euros, j'étais là, je me croyais le roi du pétrole. Ouais. 1 million d'euros, on m'a accordé. Ouais, j'en ai parlé à tout le monde pendant une semaine. Mais en fait, ça, c'est un terrain qui est assez bas en réalité dans le monde de l'investissement immobilier. Moi, je veux aller jouer avec les très gros. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui part de zéro. Moi, mes parents sont ouvriers. J'ai aucun frère qui est dans l'investissement immobilier. Je suis parti, j'habite à Morteau, il y a 5000 habitants. Je suis boxeur, j'ai appris à frapper dans des paos, pas du tout à faire de l'argent avec l'immobilier. Mais moi, je veux aller jouer avec ces gens-là. Donc, je suis obligé, parce que je suis né dans un contexte standard, de pouvoir matrixer en tout cas, ou améliorer, ou si j'ose dire, casser les règles du jeu. Il y a beaucoup de personnes, héritiers, grosses familles fortunées, très grands entrepreneurs, mais qui sont très rares, qui vont monter des grosses fortunes, qui vont pouvoir aller jouer dans ce jeu-là. Moi, j'ai fait mon auto-analyse. Je ne suis pas né dans ce jeu-là. Je ne suis pas né dans ce terrain-là. Je n'ai pas les compétences aujourd'hui pour pouvoir monter une entreprise comme Facebook et aller jouer avec des milliards. Je n'ai pas cette compétence-là et je l'avoue. Donc aujourd'hui, ma seule chance de pouvoir aller jouer avec eux, c'est de pouvoir avoir des gens avec moi. À plusieurs, en fait, je peux prendre une place dans ce game-là. Tu vois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu veux, l'immobilier, il y a une autre règle, ça c'est la deuxième règle de l'investissement, c'est que l'immobilier a un plafond de verre et une fois que tu exploses ce plafond de verre, en fait, les règles ne sont plus les mêmes. Je te prends un exemple concret. Si tu as un appartement que tu achètes 100 000 euros, peu importe dans quelle ville, tu vas être soumis en tout cas pour la revente au prix du marché, prix moyen de ta ville. Sûr. Tu vas pouvoir peut-être le vendre 200 000 euros et gagner 100 000 euros de marge et c'est exceptionnel. Mais en toute logique, il est fort peu probable que acheter un appartement 100 000 et le revendre 500 000, ça marche. C'est clair. Compliqué, très compliqué. Ça peut être très compliqué. C'est très compliqué, d'accord, d'aller gagner 400 000 euros sur une revente sur un appartement de 100 000 euros que tu as acheté, c'est quasi impossible. Tu vois, parce qu'en fait, tu es corrélé avec le prix du marché. Tu peux pas non plus vendre n'importe quoi, n'importe comment. Par contre, quand tu achètes une villa à 10 millions, tu peux la vendre 12. Tu peux la vendre 14, tu peux la vendre 16 en fait. Tu n'es plus corrélé en fait avec le prix du marché. Tu es corrélé avec l'envie de la personne. Parce que tu as enlevé le plus gros problème qui est l'argent. Parce qu'une personne, pourquoi elle ne te l'achète pas 400 000 euros ton bien ? Parce qu'elle n'a pas l'argent. Ces clients-là, pour ce type de bien, n'ont pas forcément l'argent. D'accord ? Quand tu vas jouer dans ce jeu, dans ce terrain-là, qui est tout en première ligne là-bas, ces gens-là, ils n'ont pas de problème avec l'argent. Ouais, c'est je l'ai vu à Dubaï, ces gens-là. Ça sort, c'est ouvert, les vannes sont ouvertes. Donc, en fait, la seule question que tu dois répondre, c'est est-ce que le bien que je vais leur vendre, il leur plaît ou pas ? S'il leur plaît, que tu leur vendes à 16 millions ou à 17 millions, ça va absolument rien changer pour eux. C'est ça le vrai jeu, en fait, l'investissement immobilier, tu vois. Par contre, pour avoir le droit de jouer dans ce jeu, moi, personnellement, Kevin Mars, qui habite à Morteau et qui est né sur le sol français, j'ai pas d'invitation là-bas. Ils veulent pas de moi. Par contre, avec d'autres personnes, j'ai le droit d'aller jouer là-bas. Et quel est le moyen de pouvoir aller sur ce terrain-là ? C'est le fonds d'investissement. D'amener des gens avec moi, de mettre leur argent là où moi je mets le mien. Et ensemble, en fait, on va pouvoir aller jouer sur ce terrain-là. Et en fait, la personne qui, au lieu de mettre 100 000 euros, je donne un exemple, dans une opération d'achat-revente pour aller en gagner 200 000, ce qui sera exceptionnel. Ce qui sera déjà très bien. Elle peut mettre ça dans un fonds d'investissement pour aller gérer, en fait, pour aller acheter et avoir une part d'un bien immobilier qui coûte plusieurs millions. Mais par contre, quand on le revend, le bien immobilier, qui coûte plusieurs millions, on va le revendre effectivement aussi beaucoup, plusieurs millions au-dessus supplémentaires. Et donc, du coup, la répartition n'est pas les mêmes. Quand ton gain n'est plus 100 000 euros. Ton gain est corrélé en fait avec la performance du fonds et ce que je vais pouvoir en récupérer derrière. Mais ce que j'en récupère, c'est pas 100 000 euros de marge. Ce que j'en récupère, c'est plusieurs millions de marge. Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller redistribuer après aux bénéficiaires, en tout cas aux actionnaires du fonds. Donc, c'est un système participatif. Et c'est aussi, au-delà de ça, c'est vraiment une volonté d'aller créer le fonds francophone aujourd'hui le plus performant sur l'immobilier à Dubaï. On veut vraiment se spécifier à Dubaï parce que le réseau que j'ai monté, les compétences et l'expertise que j'ai se situent dans cet émirat.
Ouais, c'est exactement, en fait, c'est ce qu'on a proposé aussi aux gens qui étaient au mastermind de pouvoir investir dans le fonds d'investissement. Moi, ce qui m'a marqué, moi, j'adore la France, j'adore mon pays. Mais quand tu vois à Dubaï, pour les entrepreneurs, ce qui est fait, c'est-à-dire, bah, la fiscalité, elle est inexistante, ou en tout cas, elle commence à arriver, mais c'est pas significatif. Aussi, quand tu prends des salariés, aujourd'hui, quand tu embauches à Dubaï, tu as beaucoup moins de charges et les salaires sont moins importants qu'en France. Donc, c'est beaucoup plus facile pour un entrepreneur. Et ce qui m'a marqué au-delà de tout ça, c'est vraiment l'énergie et les façons de faire qui sont différentes. Yes. En France, on est trop limité. Quand on était à Dubaï, on a été faire le tour de promoteurs, de gros promoteurs sur place. Et la façon dont ils nous ont reçus, les projets qu'ils nous ont présentés, je suis ressorti de là, j'avais envie d'acheter un bien. Je me dis, mais c'est incroyable. En fait, c'est Disneyland pour adultes. Ouais. Le gars, il te propose, il y a tellement de services dans les immeubles, dans les complexes qu'il crée, que tu te dis, mais c'est pas possible. Même toi, tu te dis, mais ça n'existe pas, c'est pas possible, c'est un film. Et tu as envie d'investir. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Et des fois, on manque ce petit côté, ce peps en France. Et on a un petit temps de retard d'un point de vue commercial aussi. Parce que quand tu vois que tu arrives à l'aéroport à Dubaï, on vient te chercher, les promoteurs viennent te chercher direct, ils veulent te faire un tour de la ville, visiter leur programme. Mais c'est incroyable en termes de stratégie commerciale. En fait, les gars ont tout compris. Ils sont prêts à investir pour après recevoir. Mais ça devrait être toujours comme ça. Quand tu as un business, tu devrais donner avant de recevoir. Exactement. Et ça, je trouve que c'est important, ouais. Et ils l'ont compris là-bas. Après, petite nuance quand même, ce qu'il faut... J'aime bien mettre cette nuance pour bien remettre les choses quand même dans leur contexte. Il est vrai que Dubaï a de l'avance sur la France, ça c'est pas négociable. Mais pourquoi aussi? Parce que le marché de Dubaï est un marché extrêmement dynamique et c'est un marché mondial. C'est-à-dire que à Dubaï, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 80% des gens qui sont expatriés. C'est pas des Émiratis. Il y a que 20% d'Émiratis. Il y a des Russes, des Français, des Argentins, les Indiens, les Pakistanais. Attention, les Pakistanais, le plus gros promoteur d'une société d'agent, enfin pas un promoteur, mais un agent immobilier qui a la plus grosse agence immobilière de Dubaï, pakistanais. Les gens ils disent, ah, les Pakis. Je les vois, les Pakis, moi, à Dubaï. Hein. C'est pas les mêmes. Hein. Les Indiens, Shoba, un des plus gros constructeurs à Dubaï, qui sont référencés dans le luxe, est indien. Et donc, tu as un marché qui est mondial, toutes les nationalités, ce qui fait que c'est vrai que l'état d'esprit n'est pas le même et les moyens financiers aussi sont pas. La France n'a pas cette culture d'avoir mis tout le monde entier en fait chez eux. Si aujourd'hui, demain en France, tu as des Russes, des Hollandais, des Allemands, des Français, des Indiens, des Pakistanais qui vont investir à Dubaï, toute la partie Émirati, Doha, le Qatar, etc., qui viennent investir en France, effectivement, tu vas te retrouver dans la même configuration avec un marché extrêmement dynamique où c'est facile de vendre, etc. C'est juste la petite nuance, c'est que la France a un marché français, Dubaï a un marché mondial. C'est la petite nuance. Ouais, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même compétition. C'est ça. D'ailleurs, on a parlé investissement, on a parlé entrepreneuriat, on a parlé fonds d'investissement. C'est quoi qui te rapporte le plus aujourd'hui? Alors, j'ai eu de la chance d'avoir mis en place 2 sociétés qui marchent très bien, mes investissements personnels et mon entreprise. Comme j'ai beaucoup optimisé mon patrimoine français, il me reste plus grand-chose. Donc, objectivement, c'est mon entreprise qui me rapporte le plus. Ouais. Mais aujourd'hui, sur une vision long-termiste, sur 10 ans, logiquement et sans discussion possible, ça va être le fonds. Parce que le fonds a pour objet du long terme, donc dans 10 ans, devenir avoir vraiment un actif dépassant les 7 à 8 chiffres. En fait, ça, c'est notre vision sur 10 ans. Donc, effectivement, là, aujourd'hui, c'est mon activité entrepreneuriale, mais dans 10 ans, forcément que ce sera le fonds d'investissement qui sera largement devant. C'est pas du tout les mêmes véhicules d'enrichissement. Ok, top. Tu nous as dit que tu étais parti de rien, en tout cas du bas. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens qui voudraient se lancer aujourd'hui dans l'investissement immobilier ou même dans l'entrepreneuriat? Si tu avais un conseil à leur donner, ça serait lesquels? J'ai un ami qui avait dit ça un jour sur un podcast. C'était énorme. Je leur conseillerais d'aller se faire enculer. Parler vulgairement. Alors, bien sûr, on va rester très poli dans ce podcast. Mais pourquoi il disait ça? En fait, il disait, non, mais en fait, je me suis peut-être mal exprimé, mais oui, en fait, on va vous enculer. En fait, le monde est méchant. Les taxes arrivent, il y en a encore de plus en plus. Ça va pas diminuer. Vous allez payer de plus en plus d'impôts. Donc, si t'as pas reçu le mémo, le texto, en fait, bouge-toi, quoi. En fait, t'as pas le luxe de choisir, en fait, de stagner dans ta vie, là. Si vraiment,
tu passes pas à l'action et que tu n'as pas encore investi, c'est quand tu as encore trop le luxe en fait d'attendre. Parce que crois-moi que si tu n'avais plus rien et que c'était ta dernière chance de survie, effectivement que demain tu serais déjà en agence immobilière pour faire des offres d'achat. Donc en fait, c'est peut-être aujourd'hui que tu as un peu trop le luxe de pouvoir te poser cette question-là. Et j'adore ce manip qui dit ouais, vous avez pas reçu le mémo, les gars. Qu'est-ce que vous attendez? C'est la merde, en fait, tu vois. Faut se bouger, en fait. Donc c'est assez dur, c'est assez cru, mais c'est un message qu'il faut écouter, je pense. C'est un message très important, peut-être mal formulé parce que très brutal pour des gens, mais il y a une part de vérité dans ce message-là qu'il faut comprendre, au-delà du mot enculé ou quelque chose comme ça. C'est un message qu'il faut comprendre. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le luxe d'attendre, en fait. On n'a pas le luxe. Moi, j'ai pas eu le luxe parce que j'avais des rêves, tu vois, je voulais devenir boxeur pro, donc il fallait que je quitte mon salariat. J'ai trouvé cette solution-là. Donc aujourd'hui, prenez un petit pas de recul et dites-vous en fait, ouais, déjà, est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire? J'ai le luxe de le faire? Est-ce que j'ai le luxe d'attendre? Ah non, en fait, j'ai une famille, moi je veux donner une fierté à ma famille, je veux aussi investir parce que je me sens capable, etc. En fait, il y a déjà tout la recette là. Il y a déjà tout la recette. Donc maintenant, la première des choses à faire, c'est prendre son téléphone, appeler une agence immobilière et tout le reste va suivre. Tout le reste va suivre. C'est la première action qui détermine tout. Moi, j'aime bien dire, si tu veux avoir une grande année, il faut déjà commencer par faire un grand mois, une grande semaine, une grande journée et ton année sera répercutée parce que tu auras fait une grande matinée. Donc, prends ton téléphone demain matin, t'appelles un agent immobilier et comme par hasard, tu as réussi ta matinée, tu vas pouvoir réussir ta semaine, tu vas réussir ton mois, tu vas réussir ton année. Tout part de la première matinée. Qu'est-ce que tu fais le premier pas que tu poses quand tu te lèves le matin? Ouais, je pense que en fait, seul le passage à l'action va déterminer ta réussite. Si tu fais pas de passage à l'action, moi, il y a des gens que tu vois, je vois dans des séminaires que j'organise, je les vois tout le temps. Donc c'est bien, je suis content. Mais au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Tu peux être formé, tu peux avoir toutes les connaissances du monde. Si tu passes jamais à l'action, il se passera rien. Donc il faut mettre des choses en place. Il ne faut pas oublier que la réussite, c'est long. Mais il faut commencer à semer pour pouvoir récolter. Si tu sèmes pas de graines, tu ne récolteras jamais rien. Donc il faut mettre des choses en place. Et petit à petit, vous allez voir le résultat, le fruit de votre travail. Si vous ne le faites pas, c'est compliqué. Exactement. Pour un jeune aujourd'hui qui voudrait passer à l'action, admettons, aujourd'hui, je vois de plus en plus de jeunes, je ne sais pas quel est ton sentiment là-dessus, mais que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'investissement immobilier, des gens de 22, 23, 24 ans, tu leur dirais quoi? De prendre un CDI, de se lancer en entrepreneuriat, de profiter de leur vie et de partir en vacances? Qu'est-ce que tu leur dirais de faire? C'est compliqué parce que ça dépend vraiment de la situation. Moi, personnellement, j'ai commencé par le CDI. Donc, ça m'a bien servi. En fait, peu importe par quoi tu commences, du moment que c'est un tremplin. Si le CDI pour toi, c'est un tremplin, va choper un CDI 3 mois pour obtenir un crédit immobilier. C'est la solution la plus simple. Un CDI, tu as une fiche de paye, 3 mois clean, tu vas pas au casino le soir, tu montes tes dossiers, enfin tes relevés de banque à ton banquier et let's go. Ça s'appelle un tremplin. Tu as un CDI qui te sert comme tremplin pour la suite. Si ton tremplin, c'est juste en fait la motivation et puis le passage à l'action, de te dire, OK, je suis dos au mur, j'ai plus que ça à faire, je me mets dans la merde, je touche pas d'aide de Pôle emploi, j'y vais, c'est ça ou rien. En fait, ton tremplin, c'est ta motivation. Donc, en fait, la question à se poser, c'est pas est-ce que tu as besoin d'un CDI ou est-ce que tu dois y aller tout de suite en sortant des études ou même tu n'as plus de boulot, donc vas-y, fonce. Non, en fait, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu es sur un tremplin? Ton objectif, la coupe, c'est l'investissement immobilier. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es sur un tremplin? Si tu es dans un CDI qui te demande trop de temps, etc., qui te plaît beaucoup et tu n'es pas sûr de pouvoir le quitter, c'est pas un tremplin, ça. Ça va pas t'amener à. Donc, c'est pas bon. Tu vois, si tu n'as pas besoin de CDI, que tu es capable d'y aller, bah, ton tremplin, tu l'as déjà. Si par contre, tu as peur des banques et que tu as besoin de prouver aux banquiers que tu as des comptes clean et une revenu d'argent régulière, ton CDI serait un tremplin pour toi. Mais la question à te poser, c'est aujourd'hui, est-ce que je suis sur un tremplin? Ça, la vraie question. Pour terminer, un mot de la fin, une phrase, une anecdote. Sur quoi tu veux finir? Une anecdote. Qu'est-ce que je pourrais vous dire comme anecdote? Ou une phrase, je sais que tu es fan de... Une petite phrase ou une petite punchline. Ouais. Croyez pas que c'est dur, croyez pas que c'est simple, croyez pas les autres et croyez juste en vous. Pas mal comme mot de la fin. Merci Kevin. Merci à vous de nous avoir suivis. Si cette interview vous a plu et que vous aimez le contenu qu'il y a sur cette chaîne, n'oubliez pas de liker, de commenter, de poser vos questions. C'est moi qui y répondrai personnellement. Voilà, abonnez-vous
et à très vite pour une nouvelle vidéo.